c'est qu'on fasse un petit peu plus qu'éclairer le débat. Parce que si vous repartez à la fin de cette journée en disant oui, on a éclairé le débat sur le changement, j'ai peur que vous soyez un peu déçus. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est vous donner quand même quelque chose d'un petit peu plus robuste que ça. On va vous donner la tour de contrôle du changement. C'est pas mal ça. À la fin de la journée, vous saurez faire changer n'importe qui pour n'importe quoi, n'importe comment. Vous pourrez dire à votre manager, je suis venu, j'ai vu, et le changement s'est accompli. Vous serez le super cadre du changement. Bon, ça c'est ce qu'on aimerait tous bien avoir, hein, la télécommande à changer les autres. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça. Le changement, c'est plein de surprises. Je vous propose qu'on commence par là. Pourquoi est-ce que le changement, c'est plein de surprises? Et pourquoi est-ce que ça se déroule jamais comme prévu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre raison et votre émotion ne soient pas d'accord? J'en vois qui se marrent. Merci, je me sens moins seul, ça arrive donc pas qu'à moi. Il n'y a pas que moi qui veut faire des trucs et qui ne les fait pas? Ou qui n'a pas envie de quelque chose et qui le fait quand même? Ça vous arrive aussi? Il y a comme un espèce de dédoublement de personnalité entre la raison et l'émotion. Mais en fait, c'est presque ça. Il y a bien deux personnes dans notre tête, au minimum, rien que la raison et l'émotion. Et donc vous avez ces situations où fondamentalement, vous voulez une chose, mais en même temps vous en voulez une autre. Donc là, par exemple, vous êtes hyper convaincu qu'il faut vous lever, vous avez envie de le faire, vous avez plein de bonnes raisons pour le faire, mais il y a une autre partie de vous qui vous dit non, hors de question. Et il va falloir gérer avec ça. En fait, cette idée-là, elle n'est pas tout à fait neuve. On va remettre un petit peu de noblesse dans le débat. Homère, ça fait quand même plus classe que des petits problèmes de réveil. Donc Homère, qu'est-ce qu'il avait eu comme idée? C'est cette histoire de Ulysse et des sirènes. Donc je vous rappelle rapidement de quoi il s'agit. Donc les sirènes ont un chant mélodieux qui ravit l'âme des marins à tel point qu'ils vont sauter par-dessus le pont de leur bateau et se jeter à l'eau, ce qui n'est pas tout à fait conseillé quand on est en haute mer. Donc Ulysse, qui est curieux, a envie d'écouter le chant des sirènes, mais pas fou, il se dit si j'écoute le chant des sirènes, je risque de mourir. Donc il demande à ses marins de l'attacher au mât du bateau. Donc il répète, il dit on va faire un petit test, tu vas m'attacher au mât du bateau, et une fois que Ulysse se retrouve attaché, il dit ok c'est bon, c'est bien, maintenant détache-moi. Alors les marins le détachent, Ulysse dit non, tu fais surtout pas ça, parce que quand je serai attaché au mât du bateau, c'est exactement ce que je vais faire, je vais te demander de me détacher. Donc si je te demande de me détacher, tu me détaches pas. Ok, répétition générale, ça a marché, on passe devant les sirènes, les marins se bouchent les oreilles, attachent Ulysse au mât du bateau, et il peut ainsi écouter le chant des sirènes sans risquer de se jeter à l'eau. En fait, qu'est-ce que fait Ulysse? Il sait que son émotion et sa raison ne sont pas d'accord. Et donc il trouve un truc pour qu'il soit impossible pour lui de suivre son émotion au moment critique. Il s'attache au mât du bateau. C'est pour ça que quelques sadiques ont eu la même idée que Ulysse pour vous aider à vous réveiller en fabriquant des réveils qui courent partout dans la pièce. Donc comme ça, vous êtes obligé de leur courir après pour pouvoir l'éteindre. Et en fait, blague à part, cette idée de raison et d'émotion qui ne sont pas d'accord, c'est quelque chose qui est capital dans le changement. Parce que bien souvent, on aborde le changement sous un ordre beaucoup trop rationnel. On a tendance à se dire, une fois que les gens savent ce qu'il faut faire, ils vont le faire. Une fois qu'on a bien expliqué les choses, tout le monde a compris, ça va marcher. Non, parce que comme Ulysse avec ses sirènes ou vous avec votre réveil, il y a plein de fois où vous savez ce qu'il faut faire mais où vous ne le faites pas. Parce qu'en fait, les deux parties de notre cerveau qui ne sont pas d'accord, c'est notre éléphant qui représente nos émotions et tout ce qu'il y a d'automatique chez nous. L'éléphant, c'est ce qui vous dit « non, je veux rester au lit ». Et l'autre partie de vous-même, ce sera le cornac, votre raison. Donc cette métaphore, elle vient de Jonathan Haidt, qui est un psychosociologue et neurologue aussi, il est dans les deux domaines. Et cette métaphore, elle vous dit à quel point le combat est inégal entre la raison et l'émotion. Le cornac ne fait pas le poids face à l'éléphant si l'éléphant n'est pas d'accord avec lui. Il peut le diriger, il peut anticiper, il peut accompagner l'éléphant, mais si vraiment l'éléphant ne veut pas y aller, le cornac n'y arrivera pas. C'est un petit peu pareil. Notre raison, elle est suffisamment forte pour faire un certain nombre de choses, mais si elle s'oppose vraiment à notre émotion, qui gagne? L'émotion. Voilà la première surprise à propos du changement.
Ce qui passe pour un problème de personne est une question de situation. Encore une fois, partons du principe que ce que vous avez envie de faire, ce n'est pas toujours super fiable. Ce monsieur-là, il s'appelle Brian Wansink. Et lui, il travaille dans un labo de l'université de Cornwall qui s'appelle le Food and Brand Lab. Il étudie finalement les comportements alimentaires et les interactions qu'il peut y avoir avec des paramètres extérieurs sur les comportements alimentaires. Donc il a montré en laboratoire des trucs super intéressants, comme par exemple, ce que vous mangez dépend de la taille de l'assiette. Ça, c'est du bon sens, on le connaît. Donc lui, il l'a mesuré. Il l'a mesuré avec des pop-corn aussi. Entre un gros et un petit paquet de pop-corn, il y a 50% de consommation en plus ou en moins. Ça, finalement, ça en met un coup à notre notion du libre arbitre. On peut se dire, finalement, j'ai décidé que j'allais manger ceci ou cela. Non, pas du tout, c'est la taille de l'assiette qui décide pour vous. Donc, premier indice qui nous dit, notre raison, méfiance. Il y a tout un tas de facteurs automatiques qui peuvent nous entraîner à prendre des décisions pour nous. Je mets ça de côté. On va voir tout à l'heure que c'est un facteur de changement super important. La deuxième surprise, avant d'arriver à la deuxième surprise, oui, je voulais vous donner un autre élément, effectivement, récent. On a vécu une situation de confinement récemment. Je ne sais pas si vous étiez là quand c'est arrivé. Vous reconnaissez cette photo ? C'est Rome, la fontaine de Trévi à Rome. Donc normalement, c'est noir de monde. Et là, c'est vide. Alors, je dis ça parce que pendant le confinement, on a entendu des trucs sur l'indiscipline des Français. Vous savez, la fameuse indiscipline des Français. Alors que nos voisins allemands, suisses seraient vachement plus disciplinés, rigoureux, respectueux des lois. Et c'est pour ça qu'en France, on fait n'importe quoi, etc. C'est vrai que la discipline italienne, c'est bon de le rappeler, c'est vachement connu. Hein. Ouais, et pourtant, il n'y a personne dans la rue. Pourquoi il n'y a personne dans la rue ? Parce que les rues sont déjà vides. Vous avez envie de sortir dehors et être le seul Pékin sur la place de Trévi ? Non. Votre comportement dépend de la situation. Votre comportement dépend aussi du comportement des autres. D'accord ? Donc, gardons ça vraiment en tête. C'est pas qu'une question de j'ai envie de le faire ou pas, c'est la situation qui décide pour vous. Deuxième surprise du changement, ce qui passe pour un manque de volonté est en réalité de l'épuisement. Imaginez qu'on vous mette devant ces gâteaux et qu'on vous dise « je vous interdis d'y toucher ». Ça, c'est une expérience que deux sociologues un peu sadiques, alors je vais vous donner leur nom exprès parce que je pense que vraiment il faut afficher ça. Donc c'est Hélène Bratslavsky et Roy Boymaster de la Case Western University. Donc ces deux sadiques-là ont pris des étudiants. Je ne comprends même pas que le comité d'éthique ait validé une expérience pareille. Ils les ont mis devant des cookies et des radis. À certains étudiants, ils leur ont dit « mangez ce que vous voulez ». Et à d'autres, ils leur ont dit « ne mangez que les radis ». D'accord ? Vraiment, comble du sadisme. Et ensuite, ils leur ont fait remplir des problèmes de géométrie insolubles. Aucune solution. Non, mais alors vraiment, alors je vous dis, mangez des radis, essayez de trouver la réponse à un problème insoluble, je ne vous dis pas la méchanceté de ces gens-là. En fait, ce qu'ils ont mesuré, c'est que certains étudiants essayaient beaucoup plus longtemps de trouver la solution. À votre avis, c'est lesquels ? Ceux qui ont mangé les cookies ? Oui, alors tout à fait. Je vais même vous donner les chiffres. Ceux qui ont été soumis à la tentation ont abandonné au bout de 8 minutes. Et ceux qui ont pu manger tout ce qu'ils voulaient ont abandonné au bout de 19 minutes. Donc pas du tout la même persévérance. Alors quelle est la morale de cette histoire ? On pourrait se dire c'est que les cookies sont bons pour la persévérance. C'est pas du tout ça. La morale de l'histoire, c'est que quand vous avez pris sur vous pour résister à quelque chose, c'est comme un muscle qui s'émousse. Quand vous avez pris sur vous, ça va être plus difficile de fournir un effort supplémentaire. Vous le saviez déjà peut-être ? Par exemple, quand vous avez vécu une mauvaise journée, c'est plus difficile de prendre sur vous et de faire preuve de patience à la fin de la journée. Vous savez ça. Si vous ne le savez pas, vos conjoints, eux, le savent. Vos enfants aussi. Donc effectivement, la maîtrise de soi, l'autodiscipline, l'autosupervision, c'est ce qu'on appelle cette capacité à prendre sur nous et à persévérer, c'est une ressource épuisable. Ok ? Donc, finalement, ça va être super important pour le changement, parce qu'on a tendance à se dire, mais c'est quoi ces abrutis qui résistent au changement ? C'est quoi ces abrutis qui n'ont pas compris, qui font exactement l'inverse de ce qu'on leur a demandé de faire ? C'est pas tout à fait ça.
Changer un automatisme, c'est compliqué. Résister de manger les cookies, c'est compliqué. Ça demande de la maîtrise de soi. Si à un moment donné, vous comptez que sur cette volonté-là, vous n'y arriverez pas. Il y a un moment où vous allez craquer. C'est un peu comme si vous faisiez des pompes. Peut-être que vous arrivez à en faire une. Qui arriverait à faire 10 pompes dans cette salle? 5 pompes? Allez, il y en a un peu plus. Bon, on est bien d'accord, c'est plus dur de faire la 6e pompe que la 5e. C'est pareil pour la maîtrise de soi. Chaque fois que vous avez fait un effort, que vous avez dû lutter contre l'automatisme de votre éléphant, de votre émotion, vous perdez votre capacité à en faire autant. Donc ne comptons pas que sur notre raison, qui va dire « je résiste et je vais y arriver, je vais tenir le coup ». Non. Ça ne marche pas. Tôt ou tard, votre éléphant vous rattrapera. Donc on va voir, ça aussi, quelques trucs et astuces plus intelligents que compter uniquement sur notre raison. Et enfin, le dernier point, dernière surprise, c'est que ce qui passe pour de la résistance, c'est un manque de clarté. On l'a vu, notre éléphant est beaucoup plus fort que notre conducteur. Si en plus, vous n'êtes pas exactement sûr de ce que vous voulez faire, mais alors laissez tomber, c'est impossible. Là encore, on avait vécu ça pendant le confinement. Vous vous rappelez le week-end juste avant le confinement? Est-ce que vous vous souvenez? Le week-end juste avant le 16 mars? Les Parisiens se sont massés dans les parcs. Mais quelle bande d'abrutis, ces Parisiens! Qu'est-ce qu'ils foutaient dans les parcs? On leur a pourtant dit qu'il fallait faire gaffe. On leur a dit de garder leur distance. Ça faisait 15 jours qu'on leur disait d'arrêter de faire la bise, de serrer la main, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils foutent juste avant le confinement? Ils sont tous dans les parcs. On peut se dire, mais quelle bande d'abrutis! Mais pas du tout. Ils ont juste suivi leur automatisme. Il fait beau, je vais au parc. Et puis, avant de dire que les Parisiens sont des irresponsables, c'est clair quand on leur dit « faites gaffe », c'est pas clair. Personne ne peut respecter une injonction du type « faites gaffe ». Alors, je vous prends l'exemple de 2 amis à moi, Florence et Laurent, qui ont fait gaffe. Ils sont allés au parc avec leurs amis et leurs enfants. Alors, vous pouvez leur dire « c'était un peu léger de votre part, Florence et Laurent, c'est mal joué quand même ». Pas du tout. Ça fait 15 jours qu'on ne fait plus la bise à personne, qu'on dit bonjour de loin. Ça fait 15 jours qu'on garde nos distances. On est allé au parc, mais c'était avec des amis qu'on voyait tout le temps. Puis en fait, nos enfants se voient tous les jours à l'école. Donc en vrai, s'il y a un truc à se filer, ils se le sont déjà filés. Donc ils avaient plein de bonnes raisons de dire qu'ils ont fait attention. Et ils ont réellement fait attention. Simplement, ils ont fait gaffe. Si vous leur dites pas, voilà ce que vous devez faire, ne pas approcher à 1 mètre de distance, si vous leur dites pas, restez confinés chez vous, etc., ils savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est pas qu'ils résistent, c'est que la consigne n'était pas claire. Si le conducteur ne sait pas précisément où il veut aller, déjà qu'il n'a aucune chance de gagner contre l'éléphant, laissez tomber, c'est l'éléphant qui gagne. Puis d'ailleurs, Florence et Laurent ont bien compris cette histoire-là, parce que plutôt que de dire aux enfants « faites attention quand vous vous lavez les mains en rentrant du parc », ils leur ont dit « quand vous vous lavez les mains, vous chantez 2 fois la chanson Petit escargot ». Ça, c'est clair. Et le conducteur arrive à s'y tenir. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir qu'il y a 3 leviers pour accompagner un changement. Le premier, c'est donner une direction au conducteur. Le conducteur est moins fort que l'éléphant. La seule manière pour arriver à avoir une chance de lui faire emporter l'éléphant quelque part, c'est de lui donner une direction claire. Comme chanter Petit escargot 2 fois quand vous vous lavez les mains, par exemple. Deuxième levier de changement, motiver l'éléphant. L'énergie du changement, elle ne vient pas de notre raison, elle vient de l'émotion. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut embarquer dans la partie, sinon on se plante à tous les coups. Le troisième levier de changement, c'est tracer le chemin. Tracer le chemin, c'est toutes ces circonstances extérieures qui font que vous allez infléchir votre comportement. Donc par exemple, vous attachez au mât de votre bateau. Non, pas très applicable dans la vie réelle. C'est la taille de l'assiette. Toutes les circonstances extérieures qui font que vous allez ou pas mettre du gel hydroalcoolique sur vos mains. Vous le mettrez plus facilement si le distributeur de gel est juste à côté de la porte plutôt que s'il est dans un placard à balai pas en vue. Voilà, c'est toutes sortes de circonstances extérieures comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, on va traiter ces 3 aspects-là et on va commencer par donner une direction au conducteur.